Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous expert de juin. Notre thématique du mois, la réglementation acoustique, petite sœur bien discrète de la fameuse RT. Notre expert aujourd'hui est Christophe Seguin. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ingénieur thermicien et acousticien chez DECRA, également examinateur, vérificateur qualité LNF Habitat pour le compte de Stercal. Merci encore d'être venu. Vous allez notamment partager avec nous vos retours d'expérience. Il y a fort à faire puisque d'après une étude de 2015, on constate encore 60% de non-conformité au niveau des non-constructions, des constructions neuves. Donc je vais rapidement vous laisser la parole afin que vous nous parliez de certains points sensibles et surtout des solutions techniques à apporter. Mais juste un dernier petit mot sur l'interactivité de ce rendez-vous expert. Chers participants, vous avez un bloc sur la droite de votre écran qui se nomme questions. Donc n'hésitez surtout pas à l'utiliser et nous y répondrons à la fin de cette présentation. Je laisse la parole à l'expert. Oui, bonjour à tous. Donc Christophe Seguin, je vais donc vous présenter aujourd'hui le thème de l'acoustique dans les bâtiments d'habitation neufs. Alors le sommaire, donc nous allons dans un premier temps aborder l'attestation acoustique, donc en ce qui concerne les textes réglementaires qui la régissent, et une explication sur l'origine de ce texte de l'attestation acoustique. Nous aborderons les domaines d'application et la décomposition de cette attestation. Ensuite, nous ferons un focus sur les mesures acoustiques en bâtiment, notamment en présentant rapidement les guides d'application et le matériel de mesure que l'on utilise pour la réalisation de ces mesures. Enfin, nous ferons un retour d'expérience sur les différents points sensibles et les solutions techniques, donc les points sensibles que nous pouvons trouver lorsque nous faisons des mesures acoustiques en fin de chantier, donc des exemples concrets qui seront les isolements acoustiques des façades par rapport au bruit extérieur, les niveaux de réception au bruit de choc pour la qualité des revêtements de sol, et également un exemple sur les niveaux de réception au bruit d'équipement, en l'occurrence sur les bruits des VMC et les bruits des chutes de chasse d'eau. Alors, donc nous commençons par l'attestation acoustique. Donc l'attestation acoustique est régie par deux textes réglementaires qui sont le décret 2011-604 du 30 mai 2011 et un arrêté du 27 novembre 2012. Donc nous reviendrons un petit peu plus en détail sur le contenu par la suite. Alors le contexte de l'attestation acoustique, donc nous venons de le voir de l'arrêté du 27 novembre 2012, effectivement il fait suite à environ 50 années de réglementation acoustique, qui est donc commencé en 1969, où nous avions une réglementation acoustique qui abordait notamment les isolements au bruit aérien intérieur dans le domaine de l'habitation, suivi en 78 par une réglementation qui complétait celle de 69 et notamment qui abordait le point de l'isolement de façade, donc par rapport au bruit extérieur. Ensuite, il a fallu attendre 1994 pour voir apparaître la NRA, donc la nouvelle réglementation acoustique. Donc ces textes-ci aujourd'hui ne s'appliquent plus et sont remplacés par l'arrêté du 30 mai 96 qui aborde les points des isolements de façade et également l'arrêté de 30 juin 99 qui aborde tous les autres types de bruit, donc l'isolement au bruit aérien, intérieur bâtiment, les bruits de choc et les bruits d'équipement. Enfin, vous voyez également qu'il y a d'autres textes que nous n'allons pas aborder aujourd'hui parce qu'ils ne traitent pas des habitations de construction neuve, qui sont les arrêtés du 25 avril 2003 qui concernent les établissements d'enseignement, les établissements de santé et ainsi que les hôtels. Alors, le premier point, c'est pourquoi l'attestation acoustique. Alors, l'attestation acoustique, comme on vient de le voir, effectivement, fait suite à différents textes réglementaires. Donc, au premier abord, on pourrait dire que ces textes étaient effectivement suffisants pour respecter les exigences acoustiques dans les bâtiments d'habitation. Mais toutefois, il apparaît que l'on relève, par des mesures réalisées en fin de chantier, notamment dans le cadre de la certification qualité des opérations, des non-conformités. Donc vous voyez les chiffres apparaître à votre écran. Donc l'isolement de façade, nous relevons 26% d'opérations qui sont non conformes lorsque les façades sont classées. Au niveau des bruits de choc, 17% d'opérations non conformes. Et au niveau des bruits d'équipement, on relève 6% d'opérations non conformes. Donc ces chiffres sont issus directement des données Cercal, qui est donc une association qui délivre une certification de qualité pour les bâtiments de construction neufs. Et ce sont des chiffres qui sont donnés avant l'application de l'attestation acoustique, donc pour toutes les opérations qui feront donc l'objet d'une certification et dont le permis de construire est antérieur au 1er janvier 2013. Donc ce qui veut dire que ces chiffres-là sont donnés
sont plutôt déjà pas très bons, mais surtout, vu que cela concerne que les opérations certifiées ou en vue d'une certification, on peut imaginer que ces chiffres seraient encore pires sur les opérations qui ne font pas l'objet d'une certification. Donc d'où l'intérêt effectivement de l'attestation acoustique qui va apporter donc un suivi de la construction avec des constats en période de phase conception chantier et des mesures réalisées à la fin. Alors, les domaines d'application de l'attestation acoustique. Donc l'attestation va s'appliquer uniquement sur les bâtiments d'habitation neufs, comme on vient de le dire, et pour les opérations avec un permis de construire déposé à partir du 1er janvier 2013. Donc sur ces constructions de bâtiments, on trouve notamment les bâtiments d'habitation collectifs, mais également, lorsqu'elles font l'objet d'un même permis de construire, les maisons individuelles accolées, ou contiguës à un local d'activité, ou superposées à celui-ci. Donc ça, c'est les domaines d'application. Ensuite, en ce qui concerne les mesures, donc il y a différents types de bruit que nous allons mesurer sur site, donc notamment les bruits aériens extérieurs par rapport aux isolements de façade, les bruits aériens intérieurs pour caractériser la performance des isolements entre, par exemple, entre deux logements, entre un garage et un logement ou un local d'activité et un logement, des mesures de bruit de choc pour caractériser la qualité des revêtements de sol, donc qui peuvent être de type PVC, carrelage, parquet bois, moquette, et enfin des mesures qui vont porter sur les bruits d'équipement pour vérifier que ces niveaux de bruit d'équipement ne dépassent pas un certain niveau. Donc sont concernés les bruits par exemple de ventilation, les chutes d'eau, les portes de garage automatiques, les ascenseurs, les surpresseurs, tout type d'équipement technique que l'on peut retrouver dans les bâtiments. Voilà, donc ces mesures sont ensuite complétées par un contrôle visuel où l'on va vérifier dans les circulations communes la présence de matériaux absorbants pour traiter ces circulations communes. Donc généralement ce sont soit des faux plafonds acoustiques ou de la moquette acoustique. Donc on vérifie sur les plans de calpinage la surface mise en œuvre et la performance de ces produits. Alors en ce qui concerne la décomposition de l'attestation acoustique, ce qui la caractérise, ce sont donc les constats. Les constats qui vont partir de phase conception jusqu'à la phase fin de chantier. Donc nous allons retrouver des constats en phase étude, des constats en phase chantier et enfin des constats finaux en fin de chantier qui seront complétés avec des mesures acoustiques sur site pour les opérations au-delà de 10 logements. Donc cette décomposition peut être représentée plus en détail dans le synoptique suivant. Donc nous voyons pour une opération les constats, vous les voyez apparaître donc en phase PC permis de construire, en phase dossier de consultation des entreprises et dossier marché. Donc ceux-là, ce sont les constats en phase conception. Ensuite, en phase chantier, généralement, on réalise environ 3 visites à des moments opportuns du chantier, notamment particulièrement, par exemple, lorsque les chapes sont coulées et avant la pose des carrelages pour vérifier justement la bonne mise en œuvre des chapes. Donc nous y reviendrons un petit peu plus tard. Ensuite, nous avons des mesures optionnelles que nous pouvons réaliser, mais qui ne sont pas obligatoires dans le cadre de l'attestation en cours de chantier. Donc notamment pour vérifier, par exemple, la bonne mise en œuvre de la chape, vérifier que celle-ci est performante avant même de poser les carrelages et de éventuellement créer des ponts phoniques via les plaintes ou via des joints ciment. Donc ces mesures optionnelles sont particulièrement appréciées pour éviter justement les mauvaises surprises en phase réception, où là, pour le coup, nous allons réaliser l'ensemble des mesures au stade final, c'est-à-dire lorsque tous les équipements sont en fonctionnement et juste avant l'arrivée des locataires. Alors ensuite, nous allons faire un focus sur les mesures acoustiques en bâtiment. Donc ces mesures sont régies par 2 guides, qui sont pour le plus récent le guide des mesures acoustiques sorti en août 2014. Ce guide définit donc une méthodologie pour la réalisation des mesures acoustiques et permet donc de définir pour chaque type de mesure l'emplacement de la source de bruit, l'emplacement du sonomètre, etc. de telle sorte que les mesures soient toujours réalisées de la même façon, quel que soit l'acousticien qui réalisera ce type de mesures. Le deuxième guide, c'est le guide d'accompagnement sorti en janvier 2014. Donc celui-ci concerne plus le contenu de l'attestation acoustique, donc notamment nous donne des trames de rapport et vraiment la forme du document final de l'attestation qui sera rendue en fin de chantier. Alors maintenant, ce qui concerne le matériel des mesures acoustiques, donc je vous le présente rapidement. Nous avons 3 types de matériel. Le premier à gauche, c'est un exemple de matériel donc, de sonomètre. Donc sonomètre de classe 1 intégrateur, qui permet donc de faire l'acquisition des mesures de bruit, que ce soit du bruit aérien, du bruit de choc ou du bruit d'équipement.
donc un matériel qui est autonome. Au milieu, vous avez la source de bruit qui permet de faire les mesures d'isolement au bruit aérien. Donc c'est une source, un haut-parleur avec un ampli qui génère du bruit, qui permet donc de faire de l'émission, de la réception, et donc avec le sonomètre de calculer un isolement entre locaux. Et la troisième machine, donc une machine à choc pour caractériser les bruits de choc, donc la qualité des revêtements de sol. Donc ce sont des petits marteaux que vous voyez sur l'image qui vont donc frapper le sol à une dizaine de coups par seconde. Et donc nous allons nous placer soit juste en dessous dans le local contigu du logement accolé pour vérifier le niveau maximum, que le niveau maximum réglementaire n'est pas dépassé. Voilà, ensuite en dessous, je vous ai mis une illustration des temps de réverbération que l'on mesure toujours dans les bâtiments. Alors pourquoi est-ce que l'on mesure les temps de réverbération? C'est obligatoire, c'est pour caractériser effectivement la réverbération de la pièce, de telle sorte que lorsque l'on revient sur le site, par exemple en cas de non-conformité, et que le local par exemple est meublé, on remesure le temps de réverbération et cette mesure est toujours recalée sur les 0,5 secondes de la norme, ce qui permet de toujours considérer l'ameublement de la pièce de telle sorte que cet ameublement ne joue pas sur le résultat réglementaire final. Maintenant, nous allons aborder les différents points sensibles et les retours d'expérience. Donc, je vous ai mis 3 types de non-conformités que l'on relève très régulièrement sur site, donc qui sont illustrés aussi par les petits schémas en dessous. Donc, nous avons les niveaux de réception au bruit de choc, donc notamment sur sol dur. Donc, ceci, nous allons le voir, différentes configurations sont possibles. Les niveaux de réception au bruit généré par les chutes d'eau, notamment des WC, donc ceux-là lorsque la gaine technique des WC est visible dans une pièce principale. Et le troisième point, les isolements acoustiques par rapport au bruit extérieur. Alors, nous allons commencer par les bruits de choc. Donc, en ce qui concerne les bruits de choc, nous avons plusieurs configurations qui font régulièrement l'objet de résultats de mesure non conformes. Les deux principales que je vais vous présenter sont, pour la première, la transmission verticale entre une pièce carrelée superposée à une pièce principale. Donc, il peut être, on entend par pièce principale un séjour ou une chambre. Et la deuxième configuration, ce sont les transmissions horizontales entre une circulation commune carrelée, qui serait donc accolée à une pièce principale d'un logement. Alors, nous allons voir plusieurs types d'illustrations que j'ai pu rencontrer, que l'on peut rencontrer sur le chantier. Donc on commence par une mauvaise mise en œuvre. Donc figure de gauche, vous voyez par exemple une mauvaise mise en œuvre en ce qui concerne un polyane qui a été posé avant coulage de la chape et directement sur le résilient phonique, donc en l'occurrence ici un assour-chape, et on voit que les canalisations ne sont pas du tout désolidarisées de la future chape et qu'il y aura donc simplement un polyane entre les canalisations et la chape. Donc le polyane n'étant pas un résilient phonique, effectivement lorsque la chape sera posée, nous aurons directement un pont phonique qui sera créé et qui générera une non-conformité. Sur la figure de droite, toujours en préparation avant coulage, nous avons le résilient phonique que vous reconnaissez dessus noir, et lorsque l'on soulève, on se rend compte que le support n'est pas sain. On voit qu'il y a des canalisations qui sont passées, que le support a été recassé, etc. Donc on ne peut pas poser un résilient phonique directement sur un support dans cet état-là. Donc dans ce cas, il faut toujours prévoir un ragréage avant de poser le résilient. Autre exemple de mauvaise mise en œuvre, donc cette fois-ci après coulage. Donc figure de gauche, vous voyez par exemple, nous sommes dans une circulation commune, vous voyez bien le résilient phonique placé sous chape qui remonte au niveau de la plainte, qui n'est pas donc encore posé. Par contre, ce que l'on voit, c'est que au milieu de l'image, donc au niveau de la porte, il y a eu une recharge qui a été faite au niveau du béton pour attraper des erreurs de réservation du gros œuvre. Et donc ce rechargement en béton est directement en contact avec la chape et sera donc a priori pas traité si on ne le voit pas à ce stade d'avancement du chantier. Donc ce qu'il faut voir, c'est que lorsque les vibrations, lorsqu'on mettra la machine à choc dans les circulations communes, les vibrations seront directement transmises à cette partie-là et directement au logement et qu'il n'y a aucun traitement acoustique entre les deux. Donc ça, ce point-ci, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir pendant les phases visite en cours de chantier, sans quoi, après coup, il est effectivement trop tard pour s'en rendre compte et c'est qu'en cassant le carrelage qu'on peut voir ce type de malfaçon. Sur la figure de droite, nous avons une configuration d'une salle de bain située au-dessus d'une chambre, où cette fois-ci, la baignoire était fixée directement par des boulons. Donc les 4 pieds de la baignoire sont fixés par des boulons, que l'on ne voit pas très bien, mais simplement ces boulons traversaient la chape et étaient donc en contact avec la dalle. Donc c'était des boulons qui étaient très longs
et de telle sorte, effectivement, ces boulons créent des ponts phoniques entre la chape et la dalle, et lorsqu'on mettait le sonomètre dans la chambre en dessous, effectivement, les vibrations se transmettaient, et nous avions des non-conformités également. Voilà, enfin, d'autres mauvaises mises en œuvre. Ici, sur la figure de gauche, nous avons un socle au niveau des nourrices, donc des canalisations. C'est un socle qui a été réalisé effectivement après la pose du carrelage, et le résilient phonique passe derrière les canalisations. Donc nous avons un socle réalisé, ce qui est posé sur le carrelage et qui est en contact direct avec le mur, l'infrastructure du bâtiment. Donc de ce fait-là, effectivement, ce socle va créer encore une fois un pont phonique entre le carrelage et l'infrastructure. Donc on verra par la suite comment il faut réaliser ces socles au niveau des canalisations. Et sur la droite, nous avons une illustration d'une coupure mécanique, en théorie réalisée entre une circulation commune qui n'était pas encore carrelée et le logement où vous voyez pour le coup le carrelage. Donc sur cette illustration, il y a en fin de compte deux problèmes. Le premier, c'est que la coupure mécanique n'a pas été réalisée par un matériau acoustique, mais là en l'occurrence c'était des plaques de PVC rigides récupérées sur le chantier qui faisaient en théorie office de séparation. Donc la vibration effectivement passait directement de la chape au logement par le biais de ce matériau rigide. Et l'autre point que l'on remarque, c'est que la coupure mécanique n'est pas située au bon endroit. C'est-à-dire que cette coupure doit être réalisée vraiment à la jonction entre le carrelage de la circulation commune et le carrelage du logement. Dans la configuration telle qu'on la voit, on peut imaginer que le carreleur mettra un carreau directement dessus cette coupure mécanique, et ce carreau de carrelage fera la jonction et créera un pont phonique entre la chape de la circulation commune et celle du logement. Donc il faut impérativement que la coupure mécanique soit réalisée au bon endroit et par un matériau adéquat. Alors maintenant, nous allons voir les dispositions qu'il faut réaliser, qu'il faut prévoir et vérifier sur site. Donc nous revenons sur nos canalisations. Donc comment cela doit être fait? On voit bien à gauche, au niveau juste après le coulage de la chape, on voit la présence d'un résilient phonique au niveau de la bande de rive, qui donc fait la périphérie au niveau des futures plaintes du logement et qui passe bien devant les canalisations. Donc ici, pas de souci, on coule la chape. La chape, le résilient phonique fait bien tout le tour vertical, la bande de rive fait bien tout le tour de la pièce, la chape s'arrête dessus, et donc on évite le contact de la chape avec les canalisations. Une fois que ceci est fait, que la chape est sèche, le carreleur vient carreler tout autour des canalisations sans mettre en contact le carrelage avec les fourreaux, que l'on voit en rouge et bleu, et ensuite il termine avec un joint silicone pour faire la finition, la jonction entre le carrelage et les fourreaux. Les autres bonnes dispositions, donc figure de gauche, le résilient phonique donc, qui est sous la chape, on le voit bien remonter à la verticale et être plié sous la plainte. Donc je vous montrerai par la suite une illustration en vue en coupe pour mieux vous l'illustrer. Donc là c'est parfait, effectivement on intervient sur site après la pose du carrelage et avant la coupure du résilient phonique. Donc là il n'y a pas de doute, le résilient a bien été mis en place et a bien été retourné sous la plainte. Donc cela pourquoi? Pour éviter, lorsque le carreleur va poser les plaintes, que la colle des plaintes vienne couler derrière et vienne donc couler et être en contact directement avec le carrelage. Donc l'intérêt de replier la sourd sous la plainte, c'est vraiment d'éviter les contacts entre les plaintes et le carrelage. Donc notamment au niveau de la colle des plaintes, mais aussi lorsque le carreleur réalisera ses joints entre chaque plainte. Le simple fait de faire les joints, généralement le joint est plutôt liquide et vient toucher le carrelage, donc tous les 20 ou 30 cm suivant les longueurs des plaintes, créant aussi des ponts phoniques. Donc les bonnes dispositions, et à droite nous voyons bien par exemple un exemple de carrelage qui a été découpé convenablement au niveau d'une huisserie, donc au niveau d'une porte palière. Donc ici pas de souci, même si la sourd ne fait pas tout le tour, le carreau ne touche pas l'huisserie, et par la suite ça sera donc le joint sera fait par un joint silicone. Donc surtout pas un joint souple type ciment, donc joint souple type silicone, et la finition sera propre et la désolidarisation sera assurée. Alors ici nous arrivons sur deux figures avec une vue en coupe pour vous montrer donc, ce dont on vient de parler juste avant. Donc le résilient, la remontée sous plainte est illustrée par la bande rose. Donc vous voyez, figure de gauche, la chape flottante avec le carrelage marron dessus, la plainte. Donc le résilient phonique est illustré en vert. Donc les biens, il fait toute la surface sous la chape. Et soit c'est le même matériau qui remonte, soit c'est une bande de rive qui est fournie par le fabricant, donc qui est illustrée en rose sur la figure. Donc ce résilient phonique doit faire la continuité avec le résilient sous chape, être plié sous la plainte est ensuite posée, et c'est seulement une fois que la plainte est posée et que les joints sont réalisés que ce résilient phonique doit être arasé à l'aide d'un cutter et une finition doit être réalisée avec un joint souple.
type silicone. La figure de droite, c'est la désolidarisation dont on vient de parler pour une circulation, entre une circulation commune et un logement. Donc on voit en vue en coupe une porte palière avec la barre de seuil. Donc ici, deux points qui sont importants. Le premier, la présence de la coupure mécanique entre la chape de la circulation commune et la chape du logement. Donc on voit bien le résilient phonique, le matériau vertical qui fait donc cette séparation. Et le deuxième point important, c'est le positionnement de cette coupure mécanique qui doit impérativement être au droit du joint de la porte palière. De telle sorte que lorsque la porte palière est fermée, effectivement, les joints sont en contact avec la barre de seuil, et la barre de seuil est bien située de l'autre côté, côté partie circulation commune, et n'est pas à cheval sur le joint justement de la coupure mécanique entre les chapes. Donc ça, c'est un problème que l'on rencontre assez couramment, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive sur le chantier, les plaintes sont posées et les coupures mécaniques sont généralement un petit peu à cheval, soit dessous, dessus, enfin avant ou après la barre de seuil qui est à cheval dessus et qui crée donc un pont phonique. Donc ça, cette coupure mécanique, généralement lorsqu'elle est mal mise en œuvre, il faut ensuite réparer sur site une fois que le carrelage est posé. Donc ça consiste en un tronçonnement de la chape et du carrelage pour réintégrer l'épaisseur de la chape et donc récupérer la sourde qui est donc sous la chape et remplir ensuite le tout par un joint silicone. Alors après les bruits de choc, nous abordons le bruit d'équipement. Donc les configurations que j'ai retenues au niveau des illustrations des non-conformités que nous relevons le plus couramment sont les bruits des chutes d'eau de WC d'un logement qui est donc situé au dernier étage et d'une réception en pièce principale d'un logement situé en étage inférieur. Donc généralement c'est le niveau dernier étage au niveau du WC où on va tirer la chasse d'eau et rez-de-chaussée au niveau du logement où nous allons faire le bruit de réception de chute d'eau. Donc on fait ce type de mesure lorsque nous avons une gaine technique avec une ou plusieurs phases visibles dans la pièce concernée. Le deuxième exemple que nous prendrons sont les bruits de VMC que l'on mesure généralement dans des séjours ouverts sur cuisine d'un logement situé au dernier étage, donc au plus proche de l'extracteur où nous rencontrons encore pas mal de non-conformités. Alors nous commençons par les bruits de chute d'eau. Alors lorsque nous avons une non-conformité au niveau des chutes d'eau, il y a plusieurs raisons et pas mal de mises en œuvre mal faites qui peuvent être responsables de ces non-conformités. Donc la première, ça peut être l'absence d'une plaque de plâtre à l'intérieur de la gaine technique. Comme nous le savons, cette plaque de plâtre à l'intérieur est compliquée à mettre en œuvre et parfois absente. Lorsqu'elle est absente, le problème c'est que l'on supprime l'effet acoustique de la gaine technique, qui est donc assuré par un système masse-ressort-masse. Donc la première masse, c'est la plaque de plâtre mise en œuvre à l'intérieur de la gaine. Le ressort, c'est la laine minérale dans la gaine technique. Et l'autre masse, ce sont les plaques de plâtre mises à l'extérieur de la gaine technique. Donc si l'on enlève effectivement la masse, donc la plaque de plâtre à l'intérieur, ce système acoustique n'est plus assuré et des non-conformités peuvent apparaître. La deuxième mauvaise mise en œuvre concerne l'absence parfois de laine minérale dans les parois des gaines techniques. Donc ceci, nous le rencontrons lorsque la gaine technique, nous avons plutôt une gaine, une face visible dans la pièce concernée. Donc c'est généralement lorsque nous avons une cloison de distribution qui sépare dans un même logement, par exemple une salle de bain avec une chambre. Et cette gaine technique et cette cloison, je veux dire, est continue. Et à la fin, on arrive sur la partie de la gaine technique et celle-ci n'est pas du tout isolée. Puisque les cloisons de distribution ne sont pas toujours isolées avec de la laine minérale, et donc on se retrouve avec une gaine non acoustique qui génère une non-conformité. Le troisième point, c'est l'absence ou la mauvaise compression des joints au niveau des trappes de visite, lorsque nous sommes en présence de trappes de visite. Donc ces trappes, nous les déconseillons généralement dans les pièces principales. Il faut toujours essayer de les mettre dans les parties cuisine ou salle de bain, pièces humides. Et aujourd'hui, on rencontre de moins en moins de trappes de visite sur les gaines techniques pour des raisons principalement économiques, qui est un petit peu embêtant en cas de non-conformité, puisque cela ne nous permet pas de vérifier la composition ou la mise en œuvre des canalisations dans la gaine technique, et c'est toujours plus compliqué au niveau de la maintenance. Le quatrième point qui génère des non-conformités, ce serait des trappes de visite non isolées, donc simplement des trappes en bois sans isolation, type laine minérale, sans doublage acoustique. Donc je vous montrerai une illustration par la suite. Nous avons également des canalisations qui sont non désolidarisées à la traversée des planchers. Donc ici, les trémies ont été rebouchés, mais le manchon acoustique n'a pas été mis en œuvre. Donc nous avons directement un contact entre la canalisation et l'infrastructure du bâtiment,
donc ceci est donc non conforme. Nous pouvons avoir également une canalisation, donc une chute d'eau non désolidarisée au niveau des fixations aux parois lourdes. Donc la canalisation est bien fixée à la paroi lourde, mais par des colliers qui ne sont pas anti-vibratiles. Donc nous avons un collier métallique directement fixé qui fait donc la jonction intermédiaire entre la canalisation et la paroi lourde. Donc ce collier va transmettre les vibrations de la chute lorsque l'on va tirer la chasse d'eau et se transmettre à l'infrastructure du bâtiment. Et le dernier point, ce sont des canalisations qui sont fixées aux parois de la gaine technique et non pas à la paroi lourde. Donc là, pour le coup, les vibrations sont aussi transmises, sauf que la gaine technique est en fait généralement par une composition plaque de plâtre avec laine minérale, va être très facile à mettre en excitation et donc va transmettre le bruit directement au logement ou dans la pièce dans laquelle la gaine technique est visible. Donc ici, les dispositions qui sont à prévoir et à vérifier. Donc illustration de gauche, on peut voir plusieurs points. Le premier point, c'est la présence de la gaine technique acoustique, c'est-à-dire que nous avons bien une gaine technique composée en plaques de plâtre, présence de laine minérale continue sur toute la gaine technique, et nous avons la canalisation qui est bien fixée sur la paroi lourde. Donc paroi lourde, en l'occurrence, ça peut être un voile béton ou un mur en parpaing, mais surtout pas sur une paroi légère. La figure de gauche illustre la mise en œuvre d'un collier anti-vibratile. Donc on le reconnaît très simplement. Nous avons un collier métallique, avec, entre ce collier et la canalisation, la présence d'un résilient phonique noir type caoutchouc qui permet effectivement de désolidariser la vibration de la chute par rapport à sa fixation sur le mur support. Alors, les autres dispositions, les joints périphériques au niveau des trappes de visite. Alors, il arrive parfois que les joints sont soit manquants ou partiellement posés. Donc, ces joints assurent effectivement l'isolement entre le bruit aérien qui va être généré dans la gaine technique et le bruit reçu dans le logement. Donc, si toutefois ces joints sont mal posés, effectivement, ça va laisser un passage libre au bruit. Et donc il faut impérativement que ce joint soit continu tout en périphérie sur les 4 faces de la trappe de la réservation pour la trappe de visite. Et sur la figure de droite, nous voyons la trappe de visite avec le doublage acoustique qui est correctement fixé. Donc on voit le doublage acoustique qui est de la laine minérale. Et là on voit bien les 4 fixations mécaniques, donc il n'y a pas de souci, la laine minérale est correctement fixée. Ce que l'on rencontre parfois, c'est simplement des agrafes, voire même du scotch pour tenir cette laine. Donc il va sans dire qu'au bout de quelques semaines ou quelques mois, cette laine, on la retrouve au fond de la gaine et la performance acoustique n'est plus assurée. Alors ensuite, on passe au niveau des bruits générés par la ventilation mécanique. Alors comment sont réalisées ces mesures? Simplement, avec le sonomètre, nous nous plaçons dans la pièce située, en l'occurrence au dernier étage, au plus proche de l'extracteur mécanique. Et donc nous faisons des mesures de bruit qui ne doivent pas dépasser par exemple 30 décibels en pièce principale, donc en séjour ou en chambre. Et nous avons différentes mauvaises mises en œuvre qui peuvent être responsables des non-conformités potentielles. La première, c'est une performance acoustique insuffisante au niveau des bouches d'extraction, donc c'est-à-dire que le bruit généré par l'extracteur, par le moteur, se propage par les canalisations et donc vont passer par la bouche. Si les bouches sont mal choisies, le bruit va être transmis et va donc se répercuter directement à l'intérieur du logement. La deuxième mauvaise mise en œuvre que l'on peut constater, c'est une mauvaise désolidarisation de l'extracteur de VMC. Donc, c'est-à-dire s'il est en toiture terrasse, par exemple, il y a l'absence des pots antivibratiles qui permet de le désolidariser par rapport à la toiture. Ou parfois, nous avons un extracteur de VMC également situé en comble et qui vient toucher une partie de la charpente et mettre en vibration la structure du bâtiment. Enfin, la dernière mauvaise mise en œuvre à éviter, ce sont des débits d'extraction de VMC qui sont trop élevés. Et donc, qui dit débit élevé, dit vitesse élevée et génération de bruit dans les canalisations. Alors, les dispositions à prévoir en ce qui concerne la VMC sont tout d'abord des performances acoustiques caractérisées par un indice DNU plus C des bouches d'extraction. Donc, je n'ai pas mis les valeurs à respecter puisque ces valeurs dépendent de la localisation des bouches, en l'occurrence, et des configurations des logements. Donc il y a une performance à respecter. Si toutefois la mesure est non conforme à cause des bouches, de la piètre performance des bouches, il est tout à fait possible de rajouter dans la canalisation des anneaux acoustiques qui sont illustrés donc sur la figure de droite. Très simple à mettre en œuvre, on enlève la bouche d'extraction, on insère l'anneau acoustique dans la canalisation et on remet la bouche par-dessus. Et l'intérêt de ce type d'anneau, c'est qu'il permet de traiter deux
deux performances. La première performance va être le bruit généré par l'extracteur dans la pièce principale, donc effectivement il va traiter ce bruit et atténuer le bruit de l'extracteur, et également la performance entre deux logements par l'interphonie des canalisations de VMC. Donc si on imagine par exemple deux cuisines superposées, le fait de mettre des manchons, des anneaux acoustiques au niveau des bouches d'extraction, on va améliorer à peu près de 5 à 7 décibels l'isolement entre les deux cuisines superposées par la mise en œuvre de ce dispositif. En ce qui concerne l'extracteur de VMC, une illustration pour vous montrer les dispositions à prévoir. Donc, le premier, la présence des plots anti-vibratiles illustrés en vert sur l'image entre l'extracteur et la dalle. Donc tout ça pour éviter que les vibrations du groupe, lorsque le moteur sera en fonctionnement, soient transmises à l'infrastructure du bâtiment. Et le deuxième point, les débits d'extraction qui doivent impérativement être réglés aux valeurs réglementaires. Donc les taux de renouvellement d'air doivent être respectés. Ce que nous, on rencontre assez régulièrement, c'est que l'entreprise parfois augmente le débit de l'extracteur pour assurer une bonne ventilation des logements les plus éloignés de l'extracteur, c'est-à-dire les logements situés au rez-de-chaussée généralement. Par contre, ce faisant, lorsque les registres de réglage ne sont pas correctement réglés, on observe des surdébits au niveau des derniers logements situés au plus proche de l'extracteur, et donc c'est pour cette raison que nous faisons les mesures, et c'est ce que la réglementation nous demande, dans les logements situés en dessous ou au plus proche des extracteurs de ventilation. Alors le dernier point en ce qui concerne les bruits d'isolement de façade et par rapport au bruit extérieur. Alors nous avons des configurations qui sont plutôt défavorables, les plus défavorables pour respecter la réglementation. Donc cela concerne les pièces principales qui sont de petites surfaces avec une grande surface vitrée et des entrées d'air en menuiserie, donc dans le cas où nous sommes en ventilation simple flux, et également les portes-fenêtres coulissantes qui sont caractérisées justement par des joints qui ne vont pas être aussi bien comprimés que sur des portes à la française et qui sont généralement le point faible de ces portes-fenêtres coulissantes d'un point de vue du moins acoustique. Alors, les mauvaises mises en œuvre que nous pouvons rencontrer sur les isolements de façade, alors tout d'abord des mauvaises réservations au niveau du gros œuvre, c'est-à-dire que les dimensions des menuiseries ne correspondent pas aux réservations faites par le gros œuvre. Cela se traduit généralement par un bouchage, comme on voit sur la figure de droite, par de la mousse type polyuréthane. Alors, la mousse polyuréthane, effectivement, assure une continuité au niveau thermique. Par contre, au niveau acoustique, il faut impérativement la proscrire parce qu'il s'agit de mousse à cellules fermées et qui n'absorbe pas le bruit, mais qui le transmet. Donc le fait de combler un trou avec de la mousse polyuréthane, en aucun cas, ça permet d'être une solution convenable d'un point de vue acoustique. Il vaudra mieux, dans ce cas, privilégier d'un bourrage avec de la laine minérale haute densité et finir ensuite avec une baguette et un joint souple, comme on le retrouve régulièrement. Alors, les points qui sont à vérifier en ce qui concerne les isolements de façade sont bien entendu la performance acoustique de ces éléments. Donc, on entend par élément de façade les parois opaques, donc les parois opaques avec leur doublage, intérieur ou extérieur, la performance acoustique des coffres de volets roulants, la performance acoustique de la ou des entrées d'air, et également la performance des menuiseries extérieures. Donc tout cela doit être fait généralement en phase conception et calculé en phase conception pour le dimensionnement afin de respecter l'isolement réglementaire donné. Toutefois, on peut remarquer sur site que les éléments sont correctement dimensionnés, mais que, encore une fois, c'est la mise en œuvre qui va pêcher et qui va générer les non-conformités. Donc au niveau de la mise en œuvre, ce qu'il faut vérifier lorsqu'on va sur site, ça va être les deux points suivants. Donc le premier, cela concerne la jonction entre le châssis et la maçonnerie. Cette jonction, comme on vient de le voir juste avant, ça peut être justement bouché par la laine minérale ou de la mousse polyuréthane, etc. Donc il est parfois nécessaire de faire du démontage pour faire un contrôle visuel du produit mis en œuvre. Le comprimande est impératif, donc il arrive parfois que l'on rencontre des cas de figure où le comprimande a été oublié, et également la mise en œuvre du joint silicone pour assurer l'étanchéité, notamment sur le dessus des coffres de volets roulants, qui est donc une zone non visible lorsqu'on visite le logement et qui est parfois oubliée. Donc par contre, nous, lorsque l'on fait les mesures sur site, on entend très clairement le bruit passer entre le coffre de volets roulants et la maçonnerie, donc il faut intervenir après travaux pour rattraper cette non-conformité. Et le deuxième point qui est essentiel et qui est facile à reprendre, ce sont les réglages des ouvrants par rapport au dormant, où nous avons parfois simplement le joint qui assure l'étanchéité à l'air entre le dormant et l'ouvrant, qui est effectif que, par exemple, des fois que sur un seul millimètre,
parce que l'ouvrant a été mal réglé au niveau des gonds. Et donc là, il est assez simple pour le menuisier d'intervenir sur place, de régler sa menuiserie pour bien recaler sa fenêtre correctement, et là assurer que les joints sont compressés sur plusieurs millimètres de largeur avec une bonne compression, et généralement ça permet de gagner pas mal de décibels par rapport à l'objectif visé lorsque la performance de la fenêtre est correcte initialement. Voilà, donc au niveau des conclusions, ce que l'on peut retenir de l'attestation acoustique, c'est que celle-ci, en fin de compte, vient en complément des réglementations acoustiques actuelles et ne rajoute pas d'exigences supplémentaires. Effectivement, nous avons vu que les exigences restent inchangées depuis les arrêtés de 96 et de 99. Il n'y a pas de nouveauté, si ce n'est l'obligation pour les opérations de plus de 10 logements de faire des mesures acoustiques en fin de chantier, donc d'améliorer la qualité du logement et de faire effectivement un suivi sûrement plus propre, enfin en tout cas plus continu sur toute la durée de l'opération, de la phase conception jusqu'à la livraison. Les contrôles en phase conception, chantier et réception permettent effectivement d'assurer une meilleure qualité des ouvrages. Et enfin, les éventuelles non-conformités que l'on peut relever sur site mettent en évidence généralement des problématiques récurrentes que l'on rencontre depuis de nombreuses années, notamment par des essais que l'on réalise pour le compte de Cercal pour les opérations certifiées, et qui tendront donc ces non-conformités à disparaître par des échanges que nous aurons avec les entreprises et les autres acteurs de la construction. Voilà, et donc avant de passer à la partie questions-réponses, je vous rappelle que vous pourrez retrouver le memento illustré intitulé « Mise en œuvre des réglementations thermiques acoustiques » rédigé par Lilian Bousquet sur la boutique en ligne du Moniteur. Donc n'hésitez pas à éventuellement vous le procurer et le consulter. Il y a pas mal d'illustrations intéressantes et voilà, ça peut toujours vous apporter du plus. Voilà, je vous remercie. Nous allons passer à la partie questions-réponses. Alors, je vois la première question qui est indiquée, donc quelle surface d'absorbant dans les circulations communes. Alors, ce que l'on a vu, effectivement, on doit traiter, faire un contrôle visuel dans les circulations communes. Alors, ce n'est pas vraiment une surface d'absorbant qui est demandée par la réglementation, mais c'est une aire d'absorption équivalente. Alors, sans rentrer trop dans le détail, la valeur respectée est effectivement, dans les cas courants, 0,25. Pour obtenir cette valeur-là, il faut prendre la surface du produit mis en œuvre et la multiplier par du matériau absorbant, par exemple le faux plafond acoustique, et le multiplier par la surface mise en œuvre par rapport au plan de calpinage. Donc si nous prenons un exemple d'une circulation commune, par exemple de 100 m², la valeur à respecter, c'est 0,25 fois cette surface, ce qui nous fait 25 m². Donc pour vérifier que cette exigence réglementaire est respectée, il faut prendre la surface du matériau, donc par exemple du faux plafond mis en œuvre, et le multiplier par son alpha W, donc son aire d'absorption équivalente, et à ce moment-là, vous vérifiez que cette valeur des 25 m² est bien respectée. Alors, où peut-on trouver les guides? Les deux guides que je vous ai parlé au début, très facilement sur Google. Vous tapez les noms. Donc, je vous ai mis les deux illustrations sur le diaporama de la première page de ces deux guides. Donc, ils sont en libre accès puisqu'ils sont, publics. Donc, vous n'aurez aucune difficulté pour vous les procurer. Alors, pouvez-vous préciser les mesures à effectuer avant livraison? Alors, avant livraison, je ne sais pas si vous entendez avant livraison au niveau de l'attestation des tests obligatoires finaux ou si c'est des tests intermédiaires. Alors, les mesures réalisées concernent tout ce que l'on a vu jusque-là, donc le bruit aérien, le bruit de choc, le bruit d'équipement, l'aire d'absorption équivalente. Le nombre de mesures dépend de la taille d'opération et de sa typologie. Donc, c'est-à-dire si nous sommes en individuel ou en collectif, de 10 à 30 logements ou supérieur à 30 logements, le nombre de mesures ainsi que la localisation, tout cela est défini d'un point de vue réglementaire. Alors, autre question. Alors j'ai une question, cette réglementation s'applique-t-elle pour tous les bâtiments ou seulement pour les bâtiments d'habitation? Effectivement, l'attestation acoustique, tout du moins, s'applique que pour les bâtiments d'habitation neufs. Pour les bâtiments existants, c'est un autre référentiel qui peut s'appliquer notamment par du Cercal dans le cadre de la rénovation. Mais l'attestation acoustique et les mesures telles qu'on les a présentées aujourd'hui s'appliquent que sur les bâtiments d'habitation neufs. Voilà, j'ai une question, donc ça se recoupe sur les bâtiments existants, on vient d'en parler.
Ensuite, comment concilier les socles de canalisation qui assurent une finition esthétique et la mise en œuvre de l'isolant acoustique. Alors, effectivement, la finition esthétique ne rentre pas en compte vraiment dans la partie technique. Nous, on regarde vraiment l'efficacité du produit. Donc là, effectivement, la jonction entre les deux, c'est généralement, je pense que vous parlez au niveau des socles des canalisations, c'est simplement le joint silicone. C'est-à-dire que la jonction, elle est finie, soit on peut mettre un socle qui va appuyer sur le carrelage et pas sur le mur. Donc à ce moment-là, c'est un socle en bois classique. Ou si vous mettez un socle, comme on vient de le voir, en carrelage, donc en dur, à ce moment-là, ça sera une finition joint silicone dans le trou entre le socle et les canalisations. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va clôturer maintenant. Je repasse la parole à l'animatrice. Bon, eh bien, donc c'est sur cette dernière réponse que nous concluons ce rendez-vous expert. Je remercie encore une fois Christophe Seguin pour son intervention. Si vous en souhaitez en savoir un petit peu plus, donc je vous conseille également le memento dont on a parlé précédemment. Notre prochain rendez-vous expert du mois de juillet portera sur l'accessibilité, donc surveillez bien vos boîtes à lettres, vous serez invité incessamment sous peu. Et si vous souhaitez nous aider à améliorer les rendez-vous experts Kiox, je vous invite à répondre à un rapide sondage qui va s'afficher d'ici quelques instants sur vos écrans. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci et bonne journée.